Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, une actualité plutôt chargée. Et pour nous accompagner, le docteur Daniel Jatob, président du Conseil interrégional de l'Ordre des médecins. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous faites Merci de m'inviter. C'est nous. Alors, vous faites partie de la délégation qui est arrivée sur Mayotte, une délégation du Conseil national, de l'Ordre national des médecins, et pour une visite, pour un état des lieux de ce qui se passe à Mayotte. Résultat des courses après quelques jours de visite, on verra cela avec vous dans quelques instants. Avec nous également Chakila Youssouf, journaliste à KTV. Bonsoir Chakila. Bonsoir. Alors le 101e département, les inégalités y sont nombreuses. On verra avec vous inégalités sociales, économiques ou encore culturelles. Le fossé est parfois très grand. Alors tout à l'heure, vous nous en direz davantage. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 8 septembre. Les professionnels de santé du CHM ont exprimé leur ras-le-bol ce matin dans les rues du chef-lieu. La violence ne peut plus continuer impunément, que ce soit dans les services publics ou ailleurs dans le département. Reportage. Les inégalités sont légion sur le sol français, mais à Mayotte, elles sont encore plus criantes qu'ailleurs. À ce titre, une conférence s'est tenue ce jour sur le sujet en compagnie de sociologues-chercheurs. Plus d'explications dans votre journal. Face au chômage très important sur le département, certains n'hésitent pas à user de leur imagination pour gagner leur vie. C'est le cas de Dino, un entrepreneur qui a lancé le concept de la photocopieuse mobile. Rencontre à la fin de cette édition. La semaine dernière, 2 agents du CHM ont été violemment agressés par des individus qui réclamaient la restitution d'un corps. Face à cette violence, le personnel de l'hôpital a souhaité dire stop. Et pour exprimer leur ras-le-bol ambiant, les professionnels de santé ont entamé une marche dans les rues du chef-lieu aujourd'hui. Une marche citoyenne avec un mot d'ordre bien précis, sécurité. Un sujet signé Abbas Alidi et Pierre Bellucci. Au CHM, non à la violence. Ce matin, une partie du personnel a souhaité rappeler le rôle du service public de santé, administrer des soins et non recevoir des coups. Comme je l'ai dit ce matin à la radio, on est descendu dans la rue parce qu'on n'est pas en sécurité à l'hôpital. Donc les agressions gratuites et surprises de ce genre n'ont pas lieu d'être. Donc aujourd'hui, on demande aux acteurs principaux de l'île de prendre leurs responsabilités. Nous, tout ce qu'on fait, c'est rendre du service public comme on nous l'a demandé. À travers cette marche, le personnel a souhaité crever l'abcès. En effet, les professionnels de santé sont souvent confrontés aux excès d'humeur des patients ou de leurs familles. Hier, on cherchait les médecins à les agresser. Aujourd'hui, ça sera qui? Et demain, ça sera qui? Donc, il faudrait que les gens comprennent qu'à l'hôpital, on est là pour soigner. Donc, on n'est pas là pour recevoir des agressions. Et après, à l'hôpital, il y a plusieurs types de pathologies. Il y en a qui viennent pour les urgences. Les urgences, c'est large. Si tu ne saignes pas, on ne va pas te prendre tout de suite. Si tu ne vomis pas, on ne va pas te prendre tout de suite. Là. Donc, il y a des pathologies qui passent en priorité, oui. Donc là, il faut respecter. Les problèmes de violence n'ont pas seulement lieu au sein de l'hôpital, mais aussi à la sortie et de manière plus générale sur tout le département. Il y a quelques années, je pense qu'il y a 2-3 ans, on avait vu certains élèves qui étaient profs qui étaient agressés à Tsunzu parce qu'ils vont faire du sport scolaire. Aujourd'hui, on attaque les professeurs de soins. Il y a pas longtemps, il y a des avocats qui sont fait agresser. Donc aujourd'hui, on va où? Donc là, moi je dis que la violence ne sert à rien. Il faut arrêter tout ça. Il faut passer dans les actes, dans les bons actes là-dessus. Il y a des lois, il faut les respecter. Il y a des règles, il faut les respecter. Mais pas la violence. La violence ne résout à rien du tout. Le préfet l'avouait sur notre plateau la semaine dernière. Mayotte ne vit plus dans un sentiment d'insécurité. L'île est devenue insécuritaire à tous les coins de rue. Et les autorités en ont pleinement conscience. Justement, le sentiment d'insécurité, comme je leur ai expliqué, c'est un sentiment qui touche tout le monde. Que ce soit un professionnel de la santé ou un citoyen tout court. C'est vraiment un gros problème qu'il faut se pencher, trouver les solutions. On n'est plus en sécurité dans n'importe où on peut plus circuler. Alors que dans un pays où on est censé circuler librement sans qu'il y ait à avoir cette frayeur. Voilà. Dispensaires fermés, personnel en colère. Le manque de sécurité n'est plus vivable pour ces professionnels de santé. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les agents qui sont victimes. Avec la fermeture des dispensaires, la violence de quelques-uns se répercute sur l'ensemble de la population. Une violence que l'on ne cesse de dénoncer, mais qui reprend chaque jour ses droits, comme si de rien n'était.
Une situation que vous venez de découvrir en arrivant à Mayotte, un bel accueil selon vous, Oui. docteur Jacob? Non, un bel accueil, je dirais que c'est... Qui vous met dans l'ambiance déjà. Oui. Ce qui est dommage, c'est que c'est un petit peu le quotidien de Mayotte. Et la seule réponse à votre question, que fait la République? La problématique de la santé ne peut pas être exclue d'une situation générale. À Mayotte, la sécurité, la santé et l'éducation, qui font partie des missions régaliennes de l'État, ne sont pas assurées. Ce qui est dommage, c'est que la population se révolte contre un corps médical parce qu'il y a un certain, je dirais, je ne sais pas, j'ai pas vu, j'ai pas jugé, un certain, on dirait, un dysfonctionnement. En fait, c'est pas ce dysfonctionnement-là qu'il faut voir, c'est le système qui est mauvais. Alors ce que vous dites, beaucoup l'ont constaté également, mais jusqu'à ce jour, la situation reste la même. La situation reste la même parce que les décisions sont politiques. L'État, la République, doit prendre ses responsabilités. Vous savez, on a fait une consultation avec les 3 échelons ordinaux, que ce soit le départemental, le régional, moi en l'occurrence, et le national, et on est arrivé donc au même constat. Ce qui se passe, le développement de Mayotte déjà sur le plan sanitaire et l'hôpital en particulier, les équipements sont bons. Mais on ne peut pas, c'est un équipement pour 200 000 habitants, ce n'est pas un équipement pour 300, 400, voire 500 000 habitants. Ajoutez à cela le manque d'effectifs, désert médical. Non, le problème de désert médical, je crois que ce n'est pas le terme. Le problème, il faut assainir la situation. Et ces 3 missions régaliennes de l'État vont de pair. Prendre un seul exemple. On ne peut pas faire de la prévention s'il n'y a pas l'éducation. Vous ne pourrez jamais faire venir, que ce soit des médecins ou des investisseurs, s'il n'y a pas la sécurité. La question qu'on se pose, qu'est-ce que l'État veut pour Mayotte? J'ai dit qu'il y a 2 échelons. Il y a la décision en haut, au niveau de la République, et il doit y avoir aussi, je pense, une demande et une pression politique. Je pense que sur ces missions régaliennes, il faut mettre en place un plan hors sec, politique, pour mettre la pression et pour que les choses avancent. Tout se passe comme si on a peur, comme si Mayotte fait peur à la République. On n'a pas à avoir peur. C'est votre La sentiment? République, oui, la République a décidé d'intégrer Mayotte, qu'on intègre, à ce moment-là, on donne les moyens. Alors vous êtes... Vous vous rendez compte, Mayotte, c'est 400, j'arrondis, 400 km². Si on n'arrive pas à organiser la sécurité sur 400 km², si on n'arrive pas à arrêter l'immigration sur 400 km², moi j'ai dit aux Français de se méfier, c'est dangereux aussi la France. Alors vous êtes président du conseil interrégional de l'ordre des médecins, donc ça inclut aussi la Réunion. Donc l'élément de comparaison est quand même flagrant, Réunion-Mayotte, les grands dysfonctionnements que vous avez notés. Je pense qu'il ne faille pas poser le problème de cette façon. En le posant comme ça, on est en train de monter une population contre une autre. Les Mahorais, on les connaît. Moi, j'ai des amis Mahorais, je les côtoie tous les jours à La Réunion. Si je viens ici, je suis déjà un petit peu au courant de la situation. Et d'ailleurs, cet après-midi, on a rencontré donc des élus, notamment la maire de Chirongui, avec son conseil municipal et pas mal d'associations, où la problématique a été posée, claire, nette. Le problème de Mayotte, c'est l'immigration. Si on ne bloque pas l'immigration, les autres composantes, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, ne pourront plus aller. Et la peur des Mahorais, on a eu ça cet après-midi, bien entendu je dépasse un peu le cadre médical, leur peur c'est que les immigrés deviennent supérieurs à la population française mahoraise. Et là ça peut déboucher sur quelque chose de très grave. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je rappelle, vous êtes le docteur Daniel Jacob, président du Conseil interrégional de l'Ordre des médecins. Merci. La grève à Orange continue et après 7 semaines de mobilisation, une décision très attendue a finalement été rendue aujourd'hui en début d'après-midi. Saisie en référé par la direction, la justice a tranché en condamnant le syndicat Sud et les 3 représentants syndicaux à payer la somme de 6 500 € au titre de frais de justice et d'huissier. Ils doivent également dégager la voie publique et libérer les lieux très vite. Les salariés ont donc enlevé les barrières devant la boutique, mais restent bien entendu déterminés à poursuivre leur mouvement. Un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Le coup près est tombé, comme dans le cas du conflit Sodifram ou plus récemment Somaco.
Les salariés grévistes d'Orange ont été condamnés pour leurs agissements. Une décision qui n'est pas du goût du délégué syndical Centrale Orange, venu de la capitale, pour soutenir ses collègues. La décision rendue aujourd'hui ne rend pas justice à nos collègues. Elle ne dit rien sur le fond de la grève, mais elle dit qu'on n'a pas le droit de chanter aux abords des boutiques et que les barrières qui étaient disposées un petit peu en amont de ces boutiques-là pouvaient gêner le commerce et gêner le travail des non-grévistes. Qu'à cela ne tienne, les grévistes vont retirer ces symboles. Les grévistes ont dû lever le piquet de grève et l'incompréhension demeure encore quelques minutes après la décision. C'est un coup dur qu'a rendu la justice aujourd'hui, mais on va continuer la grève parce que la justice nous a dit sur la forme du grève, on est condamné d'enlever toutes ces grillages, tous les drapeaux qu'on met devant. Il ne veut pas que nous on manifeste devant la boutique d'Orange. Moi personnellement, étant donné que je suis un salarié d'Orange, je dois gréver devant les abords de Orange, mais pas aller gréver devant la boutique SFR ou la boutique Sodifram. Aujourd'hui, la justice me condamne d'enlever tout ça et de ne pas gréver sur les abords d'Orange. C'est là cette décision. Je respecte la décision de la justice. Je la respecte, mais je ne comprends pas. Les grévistes ainsi que le syndicat Sud sont condamnés à payer les frais de justice et d'huissier. La note devrait avoisiner les 6 500 €, mais le combat va au-delà de simples considérations pécuniaires. Le vrai problème aujourd'hui, c'est pas tant, évidemment, c'est toujours une question d'argent et malheureusement, entre la question d'argent qu'il en coûterait à satisfaire la revendication des grévistes pour le groupe Orange, chaque mois ça leur coûterait 1 100 €, c'est vraiment ridicule au regard de ce qui est demandé, 1 100 € supplémentaires par rapport à ce qu'ils souhaitent donner. Et là, aujourd'hui, entre leurs frais d'avocat, la convocation, les frais d'huissier que là, ils ont réussi à nous mettre sur le dos et toutes sortes d'autres, et le manque à gagner, évidemment, puisque ce qui manque le plus dans les boutiques, c'est pas la présence des barrières qui empêche leur bon fonctionnement, c'est surtout la qualité des salariés qui d'habitude mettent tout leur cœur au travail et qui aujourd'hui ne le peuvent pas parce qu'on se moque totalement de leurs revendications et d'eux-mêmes. Après concertation, les grévistes ont décidé de continuer leur mouvement. Mais alors, dans quelles conditions? Ça va se durcir. Ça, c'est automatique. Avec la décision du juge, le mouvement va se durcir. J'en suis sûr. Moi, je ne parle pas du mot blocage. On va continuer la grève. On va rester sur des endroits. On va envahir le rond-point ou bien on va se mettre ailleurs. Mais le mouvement va continuer. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Le conflit risque fort de se durcir dans les prochains jours. Les représentants syndicaux ont en tout cas décidé d'alerter les autorités du département et d'envoyer un nouveau courrier à leur direction. Affaire à suivre. Et on continue avec un autre conflit, celui qui oppose les salariés de la SMCI à leur direction. 7e jour de grève aujourd'hui et toujours aucune négociation n'est à l'ordre du jour au sein de la société. Demain, les grévistes vont recevoir le soutien de leur homologue réunionnais. Une délégation sera en effet présente sur le territoire pour appuyer les salariés mahorais et les aider dans leur combat. Plus d'explications dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Fred Soulaïmana. Si cette grève fait pour le moment peu de bruit, les salariés de la SMCI sont cela dit déterminés à se faire entendre et attendent toujours de pouvoir discuter avec leur direction. Pour la grève, jusqu'à présent on est là, on attend la direction, il n'a pas réagi depuis. Donc nous on est là, on attend. Tant qu'il ne réagit pas, nous on attend pour qu'on puisse passer à la négociation. Demain, une délégation du syndicat CGT à La Réunion doit arriver sur le territoire afin de soutenir leurs homologues en grève. Un soutien de poids que les grévistes attendent avec impatience. Il faut comprendre c'est que maintenant, nous on fait partie du même groupe. C'est-à-dire que toutes les sociétés sont tous regroupées. Et ce que nous on produit, c'est par La Réunion. Et pourquoi eux, ils auront droit à tous ces avantages et que nous, non. Maintenant, c'est département, il faut qu'on arrête tout le temps de nous dire oui, mais. À un moment donné, non. Nous, on est tous dans le même groupe, on se bat tous pour la même cause. Je ne vois pas pourquoi certains auront droit aux avantages, d'autres pas. Autre soutien aujourd'hui, celui d'un ex-salarié du groupe qui a connu des problèmes suite à un accident de travail. Le 21 août
2014, patron sur les champs à Nono, à Chapi, à l'era de Yoyo, à Kamtu, à Sastreseha, à quatre occupés dans la situation à Katiwo. En novembre, tu as été hazin. Donc, nous avons na Shumayan, qui a voté à rétablir ça. Behai, Hahukamba, na Kovenze Hazi, mais je vais combattre maladie. Ça livoyo, na SMCI, voilà, nous siayo, ça livoyo na la caisse. Demain, l'arrivée de la délégation réunionnaise risque de faire bouger les choses et de permettre au dialogue social de s'instaurer. Ce matin se tenait dans l'hémicycle Younoussa Bamana une conférence intitulée « Inégalité outre-mer, Mayotte en perspective ». Plus d'une centaine d'acteurs de la vie économique, sociale et politique étaient présents et ont participé au débat. Des débats qui avaient pour objectif de donner des pistes de réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour améliorer le service public. À ce titre, 2 sociologues qui travaillent depuis 3 ans sur cette problématique des inégalités étaient sur place. Reportage Sakila Issouf et Leslie Vimné. 19 chercheurs sociologues mènent depuis plusieurs mois des études sur la question des inégalités en Outre-mer. Leur travail a permis un débat de 3 heures ce matin au conseil départemental avec notamment 2 chercheuses impliquées dans cette étude. Bien souvent, quand on parle d'inégalité sociale, on s'attend à avoir un portrait statistique, un ensemble, une batterie d'indicateurs qui sont très utiles et qui sont importantes et que nous utilisons aussi. Je prenais l'exemple du différence de PIB, par exemple, entre Mayotte et la Réunion, ou entre, bien sûr, Mayotte et la métropole. C'est un élu qui a pris cet exemple. Mais au-delà de ça, nous, ce que nous souhaitons essayer de comprendre et la façon dont on définit les inégalités est plus dynamique, c'est-à-dire d'essayer de comprendre à partir de l'histoire de ces lieux comment les inégalités ont évolué. Comment définir les inégalités lorsque chaque territoire est confronté à des réalités spécifiques? Chaque individu admet qui plus est sa propre définition des inégalités dont il est témoin. La question des inégalités est donc complexe, mais l'essentiel est aujourd'hui ailleurs. La conférence du jour doit avant tout permettre aux différents acteurs publics présents d'échanger leur vécu et de partager leur vision. Je pense que les jeunes vivent beaucoup les inégalités, donc ils n'ont pas forcément besoin qu'on leur explique. À mon avis, ils ont déjà une bonne idée sur la question. Et je pense que la question de l'insertion professionnelle, de la place qu'on nous donne et des évolutions de la société, c'est quelque chose qui évidemment est particulièrement important dans cette période de la vie. Ils vivent des choses dans l'entrée dans l'âge adulte qui sont probablement assez différentes de ce qu'ont vécu leurs parents. Donc ils ont des choses à apporter. Et nous, ce qu'on a essayé de dire aussi, c'est que ce qu'il faut peut-être, c'est produire renforcer les expérimentations locales, en fait, faites à partir de concertations, de regards, de points de vue différents, qui sont peut-être moins décalés que certains dispositifs nationaux qui ont été construits avec en tête des indicateurs qui sont un peu décalés par rapport à la réalité ici. Le travail de recherche ne met jamais un point final aux analyses et permet aux individus de maintenir un travail de réflexion qui s'adapte à un univers social donné. Ainsi, dans le cadre du projet de recherche INEMA, les 2 sociologues présents à l'hémicycle ce matin seront amenés à revenir sur l'île pour rencontrer les différents techniciens du service public et les aider à lutter contre les inégalités qui sévissent fortement à Mayotte. Alors Shakila, on l'a vu dans le reportage, les inégalités, un sujet complexe à Mayotte. Comment ça se passe? Alors comment évaluer les inégalités et quelles sont-elles principalement? Justement, la question a été posée aux différents acteurs qui étaient présents et justement, il y a eu un riche débat entre les élus, entre les entrepreneurs, entre les techniciens qui sont sur le terrain tous les jours. Et justement, c'est un sujet qui tombe à pic. Et qui va à Mayotte, à mon sens. Et exactement, à Mayotte, actuellement, toutes les mairies, ils sont en train d'essayer de mettre en place le CCAS, le Centre communal d'action sociale. Et justement, ils se posent plusieurs questions par rapport à la pratique de la mise en place, des accompagnements, et tout ça justement pour lutter justement contre les inégalités. Alors ces inégalités, elles viennent d'où très exactement? Est-ce que c'était des choses qui étaient là déjà, qui se sont installées avec le temps?
à proprement dit, c'est ce que disaient les deux sociologues, c'est qu'à un moment donné, sur un territoire donné, les choses évoluent, et historiquement, culturellement, et au fur et à mesure, soit soit les égalités, c'est-à-dire les gens, les classes sociales, ils sont au même niveau, soit ça dépend en fait de comment s'adapte justement chaque groupe social dans le territoire en fait. C'est ça. Alors, il a été question récemment du nombre d'habitants, mais on ne sait pas forcément. Les chiffres officiels ne sont pas forcément ceux que d'autres entretiennent. Alors, comment faire pour connaître vraiment la vérité ? L'INSEE est sur le pied de guerre, la mairie, même les mairies justement sont le premier service de proximité de la population, justement en mettant en place le CCAS. Si toutes les mairies arrivent à mettre en place le CCAS, petit à petit c'est là que justement un travail sera fait de porte à porte, et c'est petit à petit qu'on aura les éléments chiffrés. Merci beaucoup Shakila pour toutes ces précisions. Et ce matin, à Mtsapéré, un bus scolaire qui devait acheminer des élèves à Dzoumouéné les a laissés sur place. Les jeunes en colère ont donc décidé de bloquer la route pour protester. La nouvelle attribution des lots du marché des transports scolaires semble poser problème. Matisse, qui autrefois était seul maître du marché, a perdu le monopole. En effet, les lots 3 et 4 ont été attribués au groupement Agir, mais le relais semble difficile à assurer en raison du faible effectif pris en charge par les véhicules concernés. On écoute l'un des jeunes en colère au micro d'Abbas Alidi. Justement, là, on a essayé d'avoir un bus depuis ce matin. Ça devrait sortir d'ici à 6h10. Mais normalement, aujourd'hui, ça s'est pas passé comme ça. Il est parti prendre des gens d'autres. Il y a même une surveillante là-dedans, qui ne devrait pas être là-dedans. Et nous, les élèves de Dzoumouéné, lui, il va à Dzoumouéné. Il nous laisse ici en chien. Et c'est automatiquement, on ferme la route. Même s'ils appellent gendarmerie, ou qui que ce soit, ou qui même le Dieu. Mais nous, on est là. On va barrer la route. Et ça, c'est sûr. À noter que malgré les sollicitations de nos journalistes, le conseil départemental a pour sa part refusé de s'exprimer sur la question, comme c'est le cas pour tous les sujets sensibles du moment. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mardi 8 septembre. Et c'est dans l'actualité en bref, et c'est présenté par Pierre Bellucci. En 2012, Mayotte comptait officiellement 212 645 habitants. De nombreuses voix s'étaient alors élevées pour contester ces données fournies par l'INSEE, ressenties comme très éloignées de la réalité. L'organisme a depuis multiplié les études et vient d'être saisi d'un nouveau dossier. Visiter 4600 familles pour en déterminer la composition et les liens avec les pays voisins. L'étude de cet échantillon de 4600 foyers devrait livrer une idée plus précise de la situation migratoire en 2015. Des formateurs détachés de métropole sont d'ores et déjà sur le territoire. Ils doivent former les enquêteurs locaux avant qu'un expert de l'Institut n'arrive pour piloter ce projet. Dès vendredi prochain, tout le monde sera à pied d'œuvre. Les résultats devraient être intéressants s'ils sont bien sûr rendus publics. Depuis des années, la collecte des ordures ménagères était dévolue à la Star, filiale de Star Réunion. Alors que le marché arrivait à terme le 13 juin dernier, le tribunal administratif saisi par la Star vient de casser l'attribution du marché remporté par la société de Richebourg. Le groupe, dont le capital est détenu à 60% par la famille, s'était associé à Enzo Technique Recyclage pour répondre à l'appel d'offres. Son expertise dans les services aux entreprises et aux collectivités, doublée de celle d'Enzo dans le domaine du recyclage, faisait de cette candidature la plus à même de remporter le marché. Des véhicules, du matériel et du personnel étaient d'ores et déjà prévus afin d'assurer une qualité de service irréprochable. C'était compté sans la Star et son recours auprès du tribunal administratif qui a statué. Aujourd'hui, tout est à refaire et un nouvel appel à candidature devrait être lancé. Toutefois, si le groupe de Richebourg indique qu'il ne lâchera pas, les points forts de son dossier sont désormais connus de son concurrent, la Star. Alors qu'une seule voix séparait les vainqueurs des vaincus lors des élections municipales de Mtsangamouji, le Conseil d'État avait cassé le scrutin. Les électeurs retourneront donc aux urnes le 20 septembre prochain et le 27 si nécessaire. La campagne des Républicains a officiellement été lancée le 29 juin afin de maintenir leur poulain à l'hôtel de ville. Les ténors du parti avaient fait le déplacement, faisant ainsi une démonstration de force. Le 4 septembre dernier, la préfecture a publié un arrêté mentionnant les listes de candidats enregistrés pour le premier tour. Ainsi, la liste numéro 1 est celle d'Ouvois Joma du Parti Socialiste.
Elle est conduite par Moulay Souf Madi, élu en juin dernier secrétaire fédéral. La liste numéro 2, Mieux vivre ensemble, est quant à elle menée par le républicain Ibrahima Saïd Morifa. Si pendant un temps d'autres noms que celui de Moulay Souf Madi avaient circulé, il sera bel et bien là. Pour convaincre et conquérir la mairie de M'Tsangamouji, il publie quelques photos de ses appuis sur les réseaux sociaux. On peut ainsi le voir en compagnie de ministres et non des moindres. Le premier d'entre eux, Manuel Valls, la garde des Sceaux, Christiane Taubira, la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, et pour terminer, Fleur Pellerin, ministre de la Culture. La méthode est pour le moins originale et le compte à rebours est maintenant lancé. À Mayotte, le taux de chômage est de plus de 40% chez les moins de 30 ans et si les jeunes sont ainsi particulièrement touchés, la création d'entreprises reste pourtant l'une des pistes à envisager. Une réalité qui n'a pas échappé à Dino puisqu'en 2012, il a décidé de créer son entreprise de photocopieuse appelée Multitech. Depuis 1 an et demi, il offre ainsi un service mobile aux passants. Présent chaque jour devant la préfecture, son initiative est saluée par les administrés. Reportage Shakila Essouf et Fred Souleymana. Certains doivent user de leur imagination pour gagner leur vie à Mayotte. Des batteries pleines, 2 photocopieuses et pour 20 centimes la copie. Le tour est joué. Les affaires fonctionnent pour cet entrepreneur. Dino offre un service de photocopieuse mobile devant les administrations du chef-lieu. Une idée qui ravit les administrés. Monsieur Dino Arsaïd Diana Tongonyeng. Mana wantu ikambanir sala ambal nambalar mai maure. Ambar charge préfecture. Wakati kambar sida les dossiers zatu. Bon, waya sparar facilité kam. Sparar fanya scopie arriva hauharaka. Bon, en fait, sir Saidia. Une petite entreprise qui ne connaît pas la crise, avec le nombre de personnes qui affluent chaque jour dans les administrations, le besoin en photocopie est réel. Multitech, ouvert depuis 3 ans, propose depuis 1 an et demi un service inédit aux administrés. Une photocopieuse, ça marche. En fait, c'est une photocopieuse mobile et je l'amène un peu partout. Donc, je peux me déplacer facilement. C'est portatif, en fait. Donc, je me déplace à base des clients. Et je regarde là où il y a les clients et je m'installe aux côtés, je m'arrête et je l'imprime. Et dès que les clients partent, je répare. Devant la caisse de sécurité sociale, la mairie ou la préfecture, l'avantage est qu'importe le lieu, Dino et ses 5 employés sont toujours à même de répondre à la forte demande. Avec 18 000 € de chiffre d'affaires par an, cet homme a trouvé un moyen ingénieux de gagner sa vie. Un exemple pour tous ceux qui ont des idées, mais qui cherchent encore le bon filon. Une très belle initiative. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, retrouvez les nouvelles du temps pour la journée de demain avec Ornella Péride. Suivra juste après l'invité du temps de parole, Ahmed Atoumani Douchina, conseiller départemental de Boni. Il était ce matin au micro de Patrick Mian, que vous retrouverez demain dans la matinale en compagnie de Salim Naouda, secrétaire général de la CGTMA, qui va annoncer le préavis de grève générale. Et prochain rendez-vous avec l'info en radio demain dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Retrouvez également l'information en continu sur notre site l'infoquesi.fr. Excellente soirée à vous sur KTV.